Coucou. Coucou. Salut. On se retrouve comme promis pour la vidéo un petit peu stratégique sur Great Western. Après une partie d'anthologie où le dernier finit l'année avec 95 points, ce qui est moche. Hein, soyons réalistes, c'est un score assez sympa, mais pas assez pour gagner une table de gens un peu fâchés. Donc voilà. Pour cette partie, je vais vous laisser essentiellement avec Thomas et Xavier qui vous expliquer différentes choses et moi je poserai des questions. Donc voilà. Si jamais il y a des trucs qui vous intéressent particulièrement en commentaire, n'hésitez pas à le signaler un petit peu après et on y répondra autant que possible dans la mesure de nos compétences, à savoir pas ouf quand même. Ok, donc c'est parti. Alors à quoi ça sert d'être premier joueur, Thomas? Bah, être premier joueur, c'est super important. Sur BGA, ils ont mis un système d'enchères pour définir qui est le premier joueur. Alors c'est pas prévu dans les règles, mais s'ils l'ont mis dans Great Western, on s'est rendu compte que c'était important. Pourquoi? Parce que, quand on est premier joueur, on peut faire cette action-là, qui est acheter un personnage. Et quel personnage on va choisir en premier? En premier, ça va dépendre de la partie quand même, de la structuration du plateau. Mais Ouais. ici, en l'occurrence, sur le plateau de base, on a mis un setup de base. Souvent, on va d'abord acheter le conducteur. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas celui-là. Souvent, on va acheter le conducteur. Pourquoi on va acheter un conducteur, Xavier? Parce que alors, le conducteur, ça permet ici, quand on l'achète, de pouvoir descendre son certificat de 1. Et 2, il y a une petite course quand même à un moment donné sur l'achat de la gare, parce qu'on va avancer son train. Et le premier qui arrive là, bing, il prend le certificat. Et le certificat, ça fait quand même plaisir pour la suite de la partie. Ça fait plaisir pour toute la suite de la partie. Ah ouais, ça donne un avantage considérable. Exactement, d'autant qu'on va libérer la place, d'accord? Et donc on va pouvoir en racheter un, et redéfausser un petit 1 pour rebaisser le certificat. Ça permet de faire tourner son deck aussi. Ça permet de faire tourner son deck, de descendre le certificat, pour les raisons qu'on verra juste après. C'est ça, et être premier joueur, on a dit... La deuxième raison pourquoi c'est intéressant d'être premier joueur, et ben à la fin de la partie, On se rappelle que pour clôturer la partie, quand quelqu'un sort et amène ce petit jeton tout en bas, tous les autres jouent une dernière action. Donc potentiellement, le premier joueur, Joue un tour de plus. il va faire un tour de plus. Ouais. Et donc un tour de plus, ça peut faire beaucoup de Ben, points. Surtout à la fin de la partie. sur la dernière partie, le dernier coup fait genre quoi, 5-6 points de plus, 5-6 points. 5-6 points, et au final c'est quasiment l'écart, hein, donc c'est impactant quand même, c'est pas totalement négligeable. Tout ce qu'il fallait acheter, qui, comment et pourquoi. L'autre truc du jeu, c'est que beaucoup disent que c'est un peu un jeu de loi parce qu'on fait le tour du plateau régulièrement. Alors que c'est un jeu de vache, ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de loi dans ce jeu. Voilà. La vraie question, c'est surtout ta première sortie, qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Qu'est-ce qui est important à pas rater sur ton premier move, tu vois, genre, Alors, première sortie, quand il n'y a pas l'extension, comme ce plateau-là, quand il n'y a pas d'extension... En général, la première sortie, on sort à 0. 0, c'est-à-dire ici, Kansas City. Alors pourquoi on fait ça? Thomas, pourquoi on fait ça? Bah pour avoir beaucoup d'argent. Du coup, comme on a beaucoup d'argent au début, alors certes on perd 6 points, on prend 4 pièces de plus, c'est pas négligeable. Et avec beaucoup d'argent, on achète 2 bonhommes d'un coup. Ah, tout à l'heure je vous ai dit, on en a un de base, et si là on arrive assez miraculeusement à acheter les deux, évidemment ça avance, qui viennent là, et ben ça permet tout de suite de faire le bâtiment à 5 qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, et puis effectivement, je pense que le fait de ne pas payer de frais de transport, quand tu livres à 0, fait que tu perds pas d'argent sur ta livraison. Exactement, il n'y a pas de croix. Et qu'est-ce qu'on libère en premier? En premier, qu'est-ce qu'on libère? Ça va dépendre de la partie et de vers quoi on est parti. Moi, je sais pas trop ce que je vais prendre. Alors, évidemment, on peut pas libérer les actions noires, c'est pas possible, puisque la première livraison est blanche. Donc, j'ai 2 choix possibles. En général, j'ai 2 choix possibles. Le premier choix, qui est le plus souvent utilisé, c'est celui-là, hein, l'échange de cartes. Le deuxième choix, qui est un peu plus technique, mais qui est beaucoup plus intéressant. Si vous faites du conducteur, ce qu'on encourage pour avancer le train, et ben vous reculez d'une case et vous gagnez une pièce et vous virez une carte de votre deck. Définitivement. Vraiment votre deck. À noter que ça, sans la nouvelle version, ça ne se faisait pas parce que la carte était beaucoup trop chère. C'est ça. Donc ce qui fait aussi que le conducteur devient vraiment intéressant dans cette nouvelle version. C'est ça. Ok, donc première sortie, on est vu, mais le deuxième, comment ça marche? Est-ce que du coup il y a des changements à faire? Est-ce que ton
un truc à pas rater. En général, le deuxième, l'objectif que nous, on se fixe assez souvent, c'est de sortir à 10 pour libérer le jeton noir qui fait plus 3 sous, plus 2 C'est ça. déplacements. Et en faisant ça, on sort avec beaucoup d'argent. Encore une fois. Et Encore encore une une fois, on peut encore de nouveau acheter On va pouvoir des racheter bonhommes. des bonhommes, refaire un deuxième tour très correct. L'erreur qui est souvent faite par les joueurs, c'est souvent de prendre ce jeton-là, qui permet d'avoir une carte supplémentaire. Alors c'est bien d'avoir une carte supplémentaire, ça c'est hyper cool, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que ça nous coûte de l'argent et comme ça, le tour qui suit, en général, il est un peu mou parce qu'effectivement, on n'a pas d'argent et on ne peut pas faire grand-chose, on va vite sortir en fait. Non seulement il va être un peu mou, mais en plus, si quelqu'un s'amuse à mettre Des deux tuiles bâtiments. entre deux, et vous avez 3 déplacements, donc vous allez être contraint de toujours subir les tuiles et les bâtiments pour vous arrêter. Vous n'aurez C'est pas ça. le choix de squeezer des tuiles qui vous C'est intéressent un ça. peu moins. Et plus il y a de joueurs, plus il y a de bâtiments sur la piste, et moins c'est facile de se déplacer. Et puis surtout, moi j'ai l'impression que genre tu peux quand même sortir à 12 avec 4 cartes seulement. On peut Ça se sortir à 12. Ça se fait encore. Alors, si on arrive à récupérer ici un certificat par là, et si on arrive à descendre ces certificats ici, alors il faudra passer, Éventuellement acheter une vache. il faudra c'est bien. passer par acheter la vache évidemment. Mais sachant que la livraison à 12, c'est sur le 3e tour. Donc on a un peu de temps pour ça. Vu qu'il y a une sortie de cartes et qu'il faut des cartes différentes uniquement à la sortie, dans quelle mesure est-ce que le hasard est important et ça impacte le jeu, ou est-ce que vraiment tu peux te sortir quoi qu'il arrive? Alors, est-ce qu'il y a du hasard dans ce jeu? Pas vraiment. En fait, il y a un peu de hasard, il y a un peu de peut y avoir top un deck. top deck. Ouais, top deck, parce que on tire 2 cartes et pim, on tombe sur la bonne carte. Mais même si ça n'arrive pas, normalement, on arrive à s'en sortir. Parce que, en fait, sur le plateau, il y a plein d'endroits où on peut changer ses cartes. Alors, on a des endroits comme ici, où je dois défausser une carte de la bonne couleur pour gagner des sous et du coup, je remplace cette carte. Les doubles actions comme ça, ici et là, où je défausse 2 cartes identiques pour prendre 4 sous. Donc en fait, au départ, on a 14 cartes dans notre jeu, si on n'en a pas enlevé. Et on va enlever au fur et à mesure, si on s'arrête tout le temps, ce qu'on fait pas tout le temps, mais si on s'arrête tout le temps, on enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Il en reste 5. Sachant qu'on en a petit 4 au jeton- départ. On en a 4 au départ. Avec le petit jeton plus 2, moins 2, qu'on Ça a fait tous deux- au ça fait départ, deux de plus. qu'on peut récupérer en plus ici. On peut aisément faire le tour du deck en une action. D'autant qu'on va construire des choses qui vont nous permettre de défausser davantage. Rien que celle-ci, Alors- par exemple, permet d'en défausser 2 de plus. Du coup, on a plus Alors de- certains vont me dire, oui mais la double action, on l'a pas tout de suite, ça n'arrive qu'au 2e tour. Mais on se rappelle qu'au 1er tour, en fait, on s'en fiche de savoir à combien on sort. Généralement, on arrive à 3, 5, 7, mais c'est pas très important. C'est plus sur le 2e tour où c'est important. C'est ça. Donc c'est un jeu, on l'a vu, de construction de bâtiments. Et tu as quand même quelques spots qui sont assez particuliers, ceux notamment qui sont au bout des chemins des dangers, qui ont en plus des petits bonus vraiment sympas. Dans quelle mesure est-ce que c'est exploitable? Est-ce que c'est pas trop contraignant? Est-ce que... Tu vois, comment ça marche pour que ce soit efficace? Alors, ce sont des chemins détournés, hein, comme ici. On les trouve ici, et on en trouve ici, et un là. Donc il y en a quelques-uns. S'ils sont embouteillés, c'est-à-dire il y a des dangers qui obstruent le chemin, c'est compliqué de les utiliser. Et puis comme je serai tout seul sur ce spot-là, probablement les autres joueurs vont m'empêcher d'y aller et essayer de rajouter des dangers. Mais par contre, s'il n'y a pas de danger, tout va. S'il n'y a pas de danger, c'est un spot intéressant. Ne pas oublier de regarder ici, parce qu'il y en a qui vont arriver très vite. On va en rajouter. Donc ça peut être intéressant de le faire en début de partie. Après, si vous le faites 2 fois, déjà, c'est hyper intéressant. L'autre possibilité, c'est qu'on vous est déjà embêté. Donc si on vous a mis les tuiles avec les péages, ça par exemple ici, et qu'il y a un deuxième joueur qui a mis un autre ici où il y a un péage, bah, vous éviterez de passer par pour les payer. Vous allez plutôt faire le tour, et donc potentiellement, ça peut devenir une tuile intéressante quand même. Pareil, ici, ça peut devenir intéressant. C'est ça. Après, rien n'empêche d'un moment donné acheter les dangers, d'acheter 1 ou 2 dangers. Passage, c'est des points. Sachant que, alors il y a une question d'aléatoire hein, sur le tirage du danger qui va sortir.
mais l'extension, on l'a dit tout à l'heure, est relativement incroyable. Qu'est-ce qu'elle change mécaniquement? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est cool? On l'a dit un petit peu tout à l'heure dans la précédente vidéo, le petit défaut c'est qu'on est un peu obligé de poser des maisons. Oui. Il y a un petit défaut ça. On doit forcément poser des maisons parce qu'en obligatoire. fait il y a tellement de bonus sur le plateau additionnel. Genre gagner 100, c'est impossible? Sans les fins que l'extension est jouée? Ouais, je pense que c'est impossible. Après, on l'a jamais fait. En vrai, on l'a jamais fait. C'est-à-dire que j'ai jamais essayé, moi, de ne pas y aller. Si, c'est pas possible. Moi j'ai essayé, c'est pas possible. On l'a testé pour vous, Vraiment, faites pas ça. faites pas ça. Ça va être pas ça, c'est... Non, il faut libérer le plateau de l'extension, alors il y a plein de bonus, on vient de le dire. On pose des maisons, ça veut dire qu'on est obligé, la première action, de débloquer l'action poser des maisons. C'est ça. Mais l'avantage c'est que les parties vont être vraiment très différentes. Les bonus ça va rajouter des choses au jeu et des façons de jouer différentes. Ça va donner des bonus qui seront pas au même endroit, qui se débloqueront pas de la même manière, et les parties vont encore plus changer. C'est ça, et ça veut dire qu'il faut être en plus attentif à ce que font les autres parce que des fois on pense être tout seul par exemple au train et se dire ça se passera bien et finalement il y a un bonus là-bas, avancer le train de 3, qui fait ça? Avancer le train de 3 et paf, on te prend la priorité et on te prend la tuile que tu voulais, que tu avais convoité depuis... En disant pardon, pardon ou pas. J'ai des mauvais souvenirs de ça. Et du coup, dernière question, c'est un peu de l'auto-promo pour vous-même. Parce que ils ont tellement poncé le jeu qu'ils ont fini par monter une version semi-coop en 2 contre 2. Validée par l'auteur. Ouais. Validé par l'auteur. Alors on suppose, parce que du coup c'est en allemand le message. C'est ça, on n'a pas tout compris, mais on suppose qu'il a validé, Google, c'était cool. Google Translate a dit c'était ça. Voilà. Donc vas-y, parlez-nous un petit peu rapidement. Et semi-coop, on joue 2 contre 2 en croisée, et puis on prend les scores du plus faible joueur. On peut utiliser les bâtiments de l'adversaire, on peut se passer des vaches, on peut se passer des dangers. Enfin l'adversaire de son partenaire, tu veux dire? De son partenaire, Oui, pardon. On peut utiliser les bâtiments du partenaire, on peut utiliser ses maisons, souvent nous on joue avec l'extension. C'est ça. Et ça marche très très bien, c'est-à-dire que... Alors ça permet aussi d'intégrer les nouveaux, parce que vu qu'on fait du coop, on peut s'entraider. Alors on n'a pas le droit de parler pendant la partie sur ce qu'il doit faire ou pas. Souvent on met un petit temps au départ pour se mettre d'accord sur une stratégie en fonction du plateau. C'est-à-dire qu'on prend le temps se dit, d'analyser le plateau. Alors toi tu fais de la construction, moi je vais faire de la vache. Genre un peu comme Occams. Ok, on coupera la vanne au montage. C'est bon, Occams. Je vais changer de lieu. Ok. Mais donc on se met d'accord sur plein de choses comme ça avant. Alors ça se passe pas forcément comme on avait prévu, mais ça permet de donner une orientation dans le jeu. Et puis d'aider aussi sur le placement des bâtiments à un nouveau joueur. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que c'est pas faire le meilleur score qui est intéressant, c'est que les deux fassent le meilleur score. Et des fois, c'est le plus bas qui score, parce que c'est le plus bas qui score. Et donc cette fois-là, quand on voit que son partenaire il est un peu en difficulté, on va essayer de l'aider, lui filer plein de trucs pour qu'il puisse remonter son score et marquer le plus de points. Oh, c'est beau ce que vous dites. C'est beau. Est-ce que ces règles existent quelque part ou est-ce que dans votre tête uniquement? Ou elles sont dispo? Alors, les règles n'existent pas. Alors on a fait ça avec mise en place avec d'autres. Il y avait Jean-Marie et David. Mais c'est pas officiel. Alors peut-être que dans les extensions 2022-2023, Pfister, on a mis une graine dans la tête de Pfister, peut-être. On sait pas. Mais en tout cas, ça marche hyper bien et il était ravi. Dans le descriptif. Bon, et en vrai, on trouvera un lien pour mettre ça comme il faut. Ce sera marqué en bas. Ça va bien se passer. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour tout ça. Avec plaisir. Que votre temps passé à jouer à GlatWestern soit un peu utile, pour une fois. C'est ça, le temps passé, c'est fou ça. C'est ça, le temps investi en nombre de jours. C'est ça. Donc voilà. On aurait pu faire tellement d'autres choses à la place. Et non, le ça, t'as livré des vaches. Et ben on vous dit merci beaucoup et puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.